Nous sommes le 26 juillet 1974 à West Point Beach, Provincetown, Massachusetts. Imaginez une plage sans fin, l'océan, le bout du monde, paisible. Comme tous les jours, une fillette du coin promène son chien, mais en cette fin d'après-midi, quelque chose est différent. L'animal est agité, il ne cesse de la tirer vers un petit bosquet. Elle se laisse finalement embarquer et là, elle tombe sur une scène qui restera gravée dans sa mémoire à jamais. Une femme est allongée, face contre terre, reposant à moitié sur une serviette de plage. Une multitude d'insectes grouillent sur son corps en décomposition. L'odeur est insupportable. Terrorisée, la fillette prend ses jambes à son cou et rentre chez elle prévenir ses parents, qui appellent la police. Le corps de la femme se trouve à quelques mètres de la route, mais est bien caché à l'abri des arbres, ce qui explique qu'elle n'ait pas été retrouvée plus tôt. D'après les insectes présents sur la scène de crime, le corps repose à cet endroit depuis au moins 2 semaines. 2 séries d'empreintes de pas conduisent à la dépouille de la femme et des traces de pneus sont retrouvées à une 50aine de mètres. Concernant le corps, il ne présente aucun signe de lutte et le sable autour n'est pas remué. La police pense que soit la femme connaissait son assassin, soit elle dormait au moment du meurtre. La femme a de longs cheveux auburn ou roux tirés en queue de cheval et attachés par un élastique doré. Elle porte du vernis rose sur les ongles de pied. Ses mains, par contre, ont été coupées, un des avant-bras est manquant et le tueur a également tenté de lui sectionner la tête. Son crâne est enfoncé du côté gauche, ce qui permet aux légistes de penser que c'est ce traumatisme contondant qui est probablement la cause du décès. Sous sa tête sont retrouvés un bandana bleu et un jean Wrangler. Il y a également des signes d'agression sexuelle, probablement post-mortem. Des petits tas d'aiguilles de pain ont été déposés sur le sable à la place de ses mains. La police parvient à déterminer que la femme mesure environ 1m68 et qu'elle pèse 66 kg. Elle a subi des soins dentaires coûteux, comme des couronnes d'une valeur comprise entre 5 000 et 10 000 $, et plusieurs de ses dents ont été retirées. Malheureusement, ces soins ne permettent pas de l'identifier. Certains enquêteurs pensent que les dents, les mains et l'avant-bras manquant indiquent que le tueur voulait cacher soit l'identité de la victime, soit la sienne. Les enquêteurs tentent d'identifier cette pauvre femme, qui doit avoir entre 20 et 50 ans. Mais il n'y a aucun dossier d'hôtel ou de voiture abandonnée dans les environs. Les signalements de personnes disparues ne donnent aucune piste. C'est comme si personne ne savait qu'elle avait disparu ou que personne ne s'en souciait. La femme est enterrée en octobre 1974 dans un cimetière catholique local avec une petite plaque, malheureusement inscrite comme étant une femme inconnue. Dans les journaux, elle est connue sous le nom de la Dame des Dunes par rapport à l'endroit où elle a été retrouvée. Toutefois, son crâne est soigneusement mis de côté par la police en attendant de futures avancées scientifiques. J'en profite pour vous demander, si vous appréciez mon travail, d'envisager de vous abonner et de laisser un petit j'aime et un commentaire. Ça m'aide beaucoup, alors merci. Au fil des ans, de nombreux appels de parents recherchant leur fille disparue ont été passés au commissariat. Mais rien de concluant concernant la Dame des Dunes. Un condamné emprisonné dans le Maine a attiré l'attention car il ne cessait de dessiner des femmes avec les mains manquantes. Mais cette piste n'est pas allée plus loin. En 1980, le corps de la victime est exhumé pour aider à son identification. Les soupçons se sont longtemps portés sur Rory Jean Kessinger, une criminelle de 25 ans qui en 1973 a réussi à s'évader de la prison de Provincetown, la ville où a été retrouvée la Dame des Dunes. La prisonnière n'a jamais été retrouvée depuis, donc elle aurait très bien pu avoir été tuée. Les 2 femmes se ressemblaient beaucoup physiquement, mais finalement, les tests ADN effectués entre la Dame des Dunes et la mère de Rory ont démontré qu'il ne pouvait pas s'agir de la même femme. En 1987, une Canadienne avoue à son amie qu'elle a vu son père étrangler une femme dans le Massachusetts en 1972.
Malheureusement, la police n'a jamais réussi à retrouver cette femme, qui aurait pu leur donner des informations supplémentaires. 2 autres affaires de femmes disparues, Frances Ewalt du Montana et Vicki Lamberton du Massachusetts, ont également été écartées, sans qu'on en sache plus. Selon certains témoins, James Joseph Whitey Bulger, fugitif et chef du Winter Hill Gang, une branche de la mafia irlandaise basée à Boston, Massachusetts, aurait été vu avec une jeune femme à Provincetown en juillet 1974, pile au moment où le meurtre aurait eu lieu. De plus, il était connu pour retirer les dents de ses victimes, ce qui collerait avec l'affaire de la Dame des Dunes. Mais son implication dans ce meurtre ne sera pas démontrée et Bulger sera tué en prison en 2018. En 2000, le corps est de nouveau exhumé pour des tests ADN qui ne donneront rien. En 2004, le meurtrier et potentiel tueur en série Hadden Clark envoie depuis la prison une lettre aux autorités affirmant qu'il a tué une femme non identifiée en 1974 à Provincetown, connue sous le nom de la Dame des Dunes. Clark explique qu'il a enterré les preuves de son crime dans le jardin de son grand-père et qu'il connaît l'identité de la femme, mais qu'il n'allait pas le dire aux policiers car ils l'ont maltraité. Mais comme il souffre de schizophrénie paranoïde, les enquêteurs doutent de l'exactitude de ses aveux. Et la piste s'arrête là. En mai 2010, un scanner du crâne de la victime est réalisé et génère des images utilisées par la suite par le Centre national pour enfants disparus et exploités aux États-Unis pour concevoir une nouvelle reconstruction du visage de la femme. Malgré tout, pas de nouveaux témoignages. En août 2015, on s'interroge sur la possibilité que la Dame des Dunes ait été figurante dans le film Les Dents de la Mer, tourné de mai à octobre 1974 dans le village de Menemsha, à environ 160 km au sud de Provincetown. C'est Joe Hill, le fils de l'écrivain Stephen King, qui a fait part de sa théorie à la police après avoir regardé le film. Plus précisément, lors de la scène du jour du 4 juillet, tournée à la plage, il a décelé une femme dans la foule qui portait un bandana bleu et un jean qui ressemblait exactement à ceux retrouvés sous la tête de la victime, et sa silhouette ainsi que son âge correspondraient au corps découvert. Mais l'homme lui-même reconnaît qu'il peut simplement s'agir d'une coïncidence. Les recherches dans les archives des studios de production ne donnent rien. En 2018, la NBC précise que beaucoup de figurants sur le film étaient simplement des touristes qui venaient visiter la région et qui avaient été tenus informés par une pancarte qu'ils pourraient éventuellement être filmés à cet endroit. Bien qu'un enquêteur principal ait souligné l'intérêt de cette piste, les autres pensent plutôt qu'elle est invraisemblable et que c'est une spéculation imprécise de la part de l'homme. Tellement de pistes possibles, mais aucune d'elles ne donne rien. Près de 50 ans se sont écoulés depuis 1974. La Dame des Dunes n'est toujours pas identifiée et l'affaire ne sera peut-être jamais résolue. Les années 1970 ont été très mouvementées et de nombreux parents d'enfants rebelles n'ont plus jamais eu de contact avec leurs enfants à la suite de nombreuses fugues. Il est probable que l'affaire ne sera jamais résolue et que l'identité de la femme soit perdue à jamais. En 2022, une portion de la mâchoire de la victime est envoyée à l'Othram, une société américaine spécialisée dans la généalogie génétique médico-légale visant à résoudre les meurtres non résolus, les disparitions et l'identification de défunts ou de victimes de meurtres non identifiés. Et là, miraculeusement, 50 ans après son meurtre, le profil ADN de la victime est généré et est utilisé pour identifier ses parents éloignés et finalement l'identifier elle. Le 31 octobre 2022, 48 ans après la découverte du corps, le FBI annonce que la Dame des Dunes se nomme Ruth Mary Terry. Dans le rapport, aucun détail sur les suspects potentiels n'est divulgué, ni aucune raison pour laquelle Ruth se trouvait dans le Massachusetts au moment de son meurtre. Le FBI déclare que l'identité de Ruth a été déterminée à l'aide d'une généalogie d'enquête, la même méthode utilisée pour identifier d'autres homicides non identifiés et plus de 150 criminels, dont le Golden State Killer. La Dame des Dunes a enfin un nom. Ruth Mary Terry.
Ruth est née le 8 septembre 1936 dans une cabane à flanc de montagne d'une petite ville minière nommée Whitwell, au Tennessee. Ses parents sont Johnny et Eva Terry. Sa mère, Eva, décède très jeune quelques années plus tard, alors qu'elle n'a que 23 ans. Ruth a 2 demi-frères nés du second mariage de son père, James et Kenneth. D'après ce dernier, Ruth était un esprit libre. Elle cherchait quelque chose de plus qu'une vie simple à la campagne. En 1957, Ruth a 19 ans et après un mariage de courte durée, elle quitte Whitwell pour travailler à l'usine automobile Fisher Body à Livonia, dans le Michigan. En 1958, elle donne naissance à son fils, Richard, mais ne peut pas s'occuper de lui en raison de difficultés financières. Elle laisse donc son patron, Richard Hanchett, adopter l'enfant en échange du remboursement de ses dettes. Une fois le processus d'adoption finalisé, Ruth quitte Livonia et déménage en Californie. En 1972, Ruth contacte son fils, encore adolescent, mais il n'est pas prêt à la rencontrer. Il dit à présent que c'est son plus grand regret. Le 16 février 1974, Ruth épouse Guy Rockwell Muldavin, un antiquaire de Reno, au Nevada. Elle sera tuée quelques mois plus tard. Finalement, le procureur chargé du dossier indique qu'un certificat de décès pour Ruth Terry est délivré le 5 avril 2023 par le bureau des médecins légistes en chef. Mais maintenant que nous connaissons l'identité de la Dame des Dunes, il faut retrouver son meurtrier. Et qui est le principal suspect dans ce genre d'affaires ? Le mari, bien sûr. Et vous allez voir que cet homme a un passé douteux. Né le 8 mai 1925 à Brooklyn, New York, il a été adopté par Abraham Zadworansky Muldavin et Sylvia Silverblatt. Guy a un grand frère, Michael, de 3 ans son aîné. Il était adoré par sa mère, Sylvia, qui le chouchoutait. Elle trouvait que son fils était un garçon charmant et brillant. Guy échappe à l'armée et ne sert pas durant la Seconde Guerre mondiale à cause d'un problème à l'oreille. À la place, il suit pendant quelques mois des cours d'art dramatique et de comédie à l'Académie américaine à New York. À cette époque, il décide de se faire appeler Raoul Guy Rockwell parce qu'il prévoyait de faire carrière à Broadway et que ça sonnait mieux. Le 11 mai 1946, alors qu'il travaillait comme professeur, il épouse Jo Loop à Bellevue en Pennsylvanie. Le couple vit à New York puis part s'installer en Californie où Guy devient acteur et DJ, et enfin à Seattle où il ouvre, au rez-de-chaussée de sa nouvelle maison, un magasin d'antiquités qui ouvre rarement ses portes avant 18h. Tous les soirs, s'y rassemblent les amateurs d'art, des célébrités et des chasseurs de célébrités, tous liés par le magnétisme et la philosophie décalée de Guy. Mais en 1950, l'homme devient le principal suspect du meurtre d'un livreur de pain, Henry Baird, et de sa petite amie serveuse, Barbara Kelly. Henry est retrouvé nu avec une balle dans la nuque, tandis que le corps de Barbara n'a jamais été retrouvé, alors que ses vêtements ont été placés sous le corps de Henry. Mais pourquoi suspecter Guy dans cet acte affreux ? Car Barbara était serveuse dans le restaurant appartenant aux parents de l'épouse de Guy, Jo, où il travaillait comme cuisinier de courte durée. Henry Baird, lui, livrait le pain au restaurant quotidiennement. Mais les preuves étaient insuffisantes pour accuser officiellement Guy. Lui et Jo divorcent 10 ans plus tard, en juillet 1956. Leur petit garçon restera sous la garde de la mère. 2 ans plus tard, Guy Rockwell Muldavin épouse Manzanita Ryan le 30 septembre 1958 à Kootenai, Idaho. Manzanita est une fille d'un premier mariage, Dolores Mearns, âgée de 18 ans, étudiante à l'université qui vit avec eux dans leur maison au bord du lac de Seattle. En août 1960, sans nouvelles de son ex-femme et de sa fille, William Mearns prévient la police car il est inquiet. Il est resté en bons termes avec son ex-épouse et il a de très bonnes relations avec sa fille. Ce n'est pas normal qu'elle ne lui réponde pas. 2 agents se déplacent au domicile des Muldavin mais ne trouvent personne. Le problème, c'est qu'une odeur immonde règne dans la maison. Une odeur de mort. Les corps des 2 femmes sont retrouvés, en morceaux, dans la fosse septique du domicile, qui a d'ailleurs été récemment scellée avec du béton. D'après l'état de décomposition, elles auraient été tuées début avril 1960. Naturellement, Guy est l'un des principaux suspects.
Le FBI s'empare de l'affaire et se met à la recherche de l'homme, qui est saisi par les autorités alors qu'il se trouvait dans un appartement new-yorkais qu'il louait sous le nom de Michael Strong. Il s'est teint les cheveux en roux et s'est fait refaire le nez. Il est accusé de fuite illégale pour éviter de témoigner devant un grand jury concernant la mutilation d'un être humain. L'enquête démontre que le 21 juillet, avant que le corps de sa femme ne soit retrouvé, il a réussi à obtenir le divorce, l'accusant de désertion. Une semaine plus tard, il se marie avec sa troisième épouse, Evelyn Emerson, sous le nom de Guy R. Muldavin. Mais sans aucun test ADN, les enquêteurs ont supposé, mais jamais confirmé, qu'il s'agissait réellement des restes des femmes disparues, même s'il y a peu de doutes. En tout cas, Guy n'avouera jamais, et les preuves directes manquant, il est relâché et ne sera jamais inculpé ou jugé pour le meurtre de Manzanita Ryan et Dolores Mearns. C'est le 16 février 1974 qu'il se marie avec Notre-Dame des Dunes à Reno, au Nevada. Sur son acte de mariage, Ruth se fait appeler Terry Marie Vizina. Chacun vivant déjà en Californie, ils décident d'y rester. Pour leur lune de miel, le couple décide de parcourir les États-Unis à la recherche d'antiquités. Ils passent par le Tennessee afin de rendre visite à la famille de Ruth. La petite nièce de la victime se souvient que Ruth n'était pas elle-même chaque fois qu'elle était avec Guy et qu'il avait l'air très possessif. Le couple s'est ensuite rendu à Chattanooga pour rendre visite au demi-frère de Ruth, Kenneth. Ce dernier se souvient qu'en effet, le couple a mentionné qu'il passerait par le Massachusetts à la fin de leur périple. Et puis, à la fin de l'été 1974, Guy retourne seul au Tennessee pour dire à la famille de Ruth qu'elle a disparu de leur maison de Californie. Selon sa belle-sœur, Jane Terry, il est resté peu de temps et leur a simplement dit qu'il ne savait pas où se trouvait Ruth, qu'ils s'étaient disputés pendant leur lune de miel et qu'il n'avait plus de nouvelles d'elle. Mais le frère de Ruth, James, n'accepte pas cette explication et se rend en Californie où il engage un détective privé pour la retrouver. L'enquêteur a déclaré à la famille de Ruth que tous ses biens avaient été vendus et qu'elle avait quitté l'État de son plein gré après s'être impliquée dans une secte religieuse. D'après certains témoins de l'époque, Guy aurait parfois changé de version et affirmé que Ruth était morte. C'est en 2018 que son fils, Richard, décide de faire un test ADN afin de retrouver sa famille biologique. Son ADN étant dorénavant dans la base de données, il fallait uniquement attendre qu'une nouvelle analyse soit lancée par les enquêteurs, ce qui heureusement a été fait. Concernant Guy, il se remarie une 5e fois à Los Angeles en 1975 à une femme nommée Phyllis Roper. Ce mariage sera son dernier et durera jusqu'à la mort de Guy, survenue à Salinas en Californie, le 14 mars 2002. L'homme ne sera donc jamais jugé, son décès annulant toute possibilité de poursuite judiciaire. Mais pour toujours, et d'après la conférence de presse du bureau du procureur en date du 28 août 2023, Guy Muldavin sera considéré comme le meurtrier de Ruth Terry, la Dame des Dunes. Malgré l'horrible issue de cette affaire, la famille de Ruth est reconnaissante qu'elle n'ait jamais été oubliée. Et c'était l'énigmatique histoire du cold case de la Dame des Dunes, maintenant résolue. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous!